tous, je m'appelle Lucille, je suis pharmacienne, docteur en pharmacie, et je suis ravie de passer les 40 prochaines minutes avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui, moi je voulais discuter avec vous du sur-mesure, parce que c'est une tendance qui touche tous les secteurs, que ce soit dans l'alimentaire, dans la mode, mais aussi dans la cosmétique. On en entend beaucoup parler et il est raisonnable de se poser la question de savoir si est-ce que c'est une offre de produits qui peut se généraliser. Est-ce qu'on consommera, on n'achètera que des voitures sur mesure, même son ordinateur? Est-ce que c'est finalement le nouveau modèle de consommation, l'unique? Est-ce que ça peut s'imposer? Parce que ça impose beaucoup de contraintes. Et donc, je ne sais pas si j'arriverai à complètement répondre à cette question, mais en tout cas, je voulais vous raconter à travers mon expérience à moi de création d'une marque de cosmétiques sur mesure, vous parler dans quoi je pense que ce modèle finalement a de l'avenir, parce que moi-même il m'a imposé beaucoup de contraintes, mais de ces contraintes sont nées finalement des idées, que ce soit en fabrication, en distribution, qui me semblent être pleines de bon sens. Et je pense que quand il y a du bon sens, il y a de l'avenir dans les démarches. Donc rapidement pour vous... Alors, pas si rapidement que ça. Attendez, excusez-moi. Je pense que ça... Petite pause technique. Je pense qu'il faut qu'il me regarde pour que ça se passe bien. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà. Rapidement, ce qu'on fait chez La Beauté, c'est qu'on fabrique à la demande des cosmétiques qui correspondent parfaitement à ce que nos clientes et clients veulent. Ça peut paraître hyper basique, mais moi, en tant que pharmacienne, j'ai travaillé des années dans des pharmacies pendant mes études. Je vendais des boîtes qui ne correspondaient pas 100% à ce que mes clientes recherchaient. Parce qu'on venait me voir au comptoir, on me disait j'ai une peau comme déshydratée, à tendance grasse, j'ai quelques boutons et j'ai quelques rides. Par exemple, ça, vous ne pouvez pas trouver. Une crème qui va vous enlever des rides et vous soigner les boutons, parce que dans les segments bien pensés par l'industrie, on n'a pas et des boutons et des rides. C'est pas possible. Donc voilà, ça m'arrivait, en fait, dans 100% des cas, je vendais des produits qui correspondaient peut-être à 80-90% à ce que mes clientes me demandaient. Et dans mon parcours d'études académiques, moi, j'ai fait de la recherche. Donc j'avais le côté client en pharmacie, parce que je travaillais, c'était mes jobs étudiants, de travailler en pharmacie. Et de l'autre côté, j'ai appris à fabriquer des produits cosmétiques, j'ai fait de la recherche. Et là, je me suis dit, bon, on marche complètement sur la tête, parce que je voyais vraiment des deux côtés. Quand on fabrique des produits cosmétiques, on travaille sur des volumes, c'est la tonne, hein, ou alors centaines de kilos. Donc effectivement, on essaie de faire des choses qui correspondent au plus grand nombre et pas forcément aux spécificités de chacun, parce qu'il s'agit de vendre les produits qu'on fabrique ensuite. Donc on fabrique à la tonne. Donc concrètement, si vous avez la chance un jour de visiter une usine, vous verrez des gens qui sont tout en tenue, en scaphandre, parce que c'est des environnements quasi stériles, qui pèsent à la pelle de l'aloe vera, hein, parce que si on fabrique sur la tonne, voilà. Donc vous prenez votre pelle, vous mettez dans des énormes cuves qu'on va chauffer très fort. Vous avez des camions-citernes carrément qui arrivent et qui déversent des huiles de camélia ou j'en sais rien. Vous chauffez très fort la phase aqueuse, la phase grasse pour faire une crème. Ensuite, vous allez agiter très très fort. Donc tout ça demande beaucoup d'énergie, hein, parce que pour chauffer, agiter, ça demande de l'électricité. Et une fois que vous mettez 1h30, 2 heures à fabriquer la crème, si vous le faites à plus petite échelle, c'est pareil, c'est 1h30. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette quantité de mélange, vous prenez le temps de conditionner sur une chaîne de conditionnement. Ensuite, il faut approvisionner tous les points de vente et les centrales d'achat. Donc ça voyage énormément, parfois à l'autre bout du monde. Puis ensuite, c'est mis dans les rayons de pharmacie. Moi, quand j'ai commencé à travailler en pharmacie étudiante en 2e année, un de mes jobs, c'était de faire la poussière le matin sur les étagères de produits, parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, les produits. Ils avaient été fabriqués il y a très longtemps, ça faisait longtemps qu'ils étaient sur mon étagère. Et ensuite, vous arrivez, vous achetez votre produit, donc on va vous dire, oui, ça vous va très bien. Et puis, on vous dit que vous pouvez l'utiliser entre 6 et 9 mois. C'est le petit capuchon qui s'ouvre derrière des pots avec 9M ou 12M. Donc, si on fait le calcul, en gros, quand on développe un produit cosmétique, on se met comme challenge de faire durer dans le temps. Bonjour.
ce mélange d'eau et d'huile, donc c'est une mayonnaise. Si vous avez déjà fait une mayonnaise maison, ben voilà, c'est ça, une crème pour le visage, c'est une mayonnaise. Ben, votre mayonnaise, si vous voulez qu'elle dure 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, vous êtes obligé, autrement c'est pas possible, vous êtes obligé de rajouter plein d'ingrédients qui ne sont pas forcément super utiles pour la peau, qui sont des conservateurs, des stabilisants, des adjuvants de formule et qui ne servent que finalement ce modèle industriel hyper long, où il se passe beaucoup de temps entre la fabrication et le client final. Et quand j'ai compris ça et que j'ai vu en plus le gâchis de matières premières, le gâchis aussi de packaging, je me suis dit, bon, on marche un peu sur la tête. D'un côté, j'ai des clientes qui n'ont pas exactement ce qu'elles veulent. De l'autre côté, on a une fabrication qui n'est pas forcément la plus voilà, juste qui soit. Et je suis tombée sur une étude où j'ai appris, ça va vous intéresser, qu'un tiers des produits, des crèmes pour le visage qui sont achetés en France finissaient à la poubelle avant d'être terminés. Et en termes de chiffres, pour que vous ayez conscience de ce que c'est 300 000 produits. Donc tous les jours, les Français et les Françaises jettent 300 000 crèmes pour le visage parce qu'ils n'ont pas terminé. Donc ils ont acheté, ils ont dépensé de l'argent, ils n'ont pas utilisé le produit. Et il faut quand même après recycler le pack ou alors le détruire et s'occuper. Donc bon, je me suis dit que ça faisait depuis que j'ai 6 ans, moi je voulais monter une boîte. J'ai fait pharmacie parce que j'aimais les plantes. Et là, je me suis dit, alignement de planète parfait. J'ai des clientes pas contentes, j'ai une industrie qui doit être transformée, c'est pas possible. Et en plus, globalement, je pense que ça peut faire du bien un peu à tout le monde, qu'au moins cette consommation-là soit un peu plus juste. Donc permettre simplement aux gens de consommer un peu moins simplement en leur fabriquant le produit qu'ils veulent et un peu mieux en essayant d'avoir un process de fabrication un peu plus sain derrière. Donc là, j'étais super fière de moi, j'étais en dernière année de pharmacie. Je me suis dit, génial, je me lance. Je n'avais pas identifié que j'aurais autant de difficultés sur ma route, mais on va en discuter. Parce que ça pose plein de questions. Quand vous vous dites, je vais littéralement réinventer la façon de fabriquer et de vendre les produits cosmétiques, faut être assez insouciant pour dire qu'on va vraiment y arriver, je pense. Et c'est ce qu'on a fait avec toute mon équipe et on est hyper heureux. En pratique, si vous venez acheter une crème chez nous, c'est pas comme à la pharmacie, c'est pas comme chez Sephora. On n'a pas de produits sur étagère. Ce que vous voyez sur nos étagères, c'est des pots vides chez nous. On a une boutique, bonjour. On a une boutique rue Madame qui est en fait notre laboratoire. Si vous rentrez dans la boutique, vous rentrez dans le laboratoire de fabrication et vous verrez pas de pelle, mais vous verrez des petites pipettes et des formulateurs, des pharmaciens passionnés qui fabriquent nos produits. Et vous allez commencer, voilà, il y a la boutique et il y a aussi notre site en ligne. Et tout est fabriqué dans la boutique, mais vous pouvez tout faire en ligne. Vous commencez, le point de départ, c'est vous. Donc on fait une consultation avec vous qui peut se faire en ligne via un formulaire qui est relié à un algorithme. Vous chargez votre photo à la fin et il y a un pharmacien qui fait votre bilan. Sinon, vous venez en boutique, vous commencerez pareil par le formulaire. Et ensuite vient la prescription du pharmacien. Donc nous, pour faire une bonne crème, ce qu'il faut qu'on arrive à savoir, c'est dans quel environnement vous vivez, parce que votre peau est en interaction permanente. Donc si c'est pollué, c'est important pour nous de le savoir. Si l'atmosphère est sèche, c'est important. Si l'eau est calcaire, c'est important. Si vous déplacez en scooter versus le métro est super pollué. Donc voilà, on tient compte de tout ça. On a besoin de connaître ensuite votre nature de peau. Est-ce qu'elle est plutôt grasse? Est-ce qu'elle est plutôt sèche? Donc ça, on va vous demander si votre peau brille, si elle tire. Et puis ensuite, on va s'intéresser aussi à tous vos antécédents. Est-ce que vous avez déjà fait des allergies? Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a certains ingrédients qui ne vous correspondent pas. Ou est-ce que simplement, vous avez fait des mauvaises réactions? Vous avez eu un bouton avec telle crème, ça veut dire qu'il y a des comédogènes qu'il faut éviter. Bref, vous rentrez tout ça. On a créé un algorithme derrière qui fait du coup un état de votre peau. Vous complétez par une photo ou une visioconsultation en ligne. Et c'est pas obligatoire, mais ça rassure beaucoup. Et après, il y a le pharmacien qui passe derrière. Et notre pharmacien, il tient compte de tous ces éléments et ensuite, il invente votre mélange unique à vous. Pour votre crème de jour, pour votre sérum, pour votre nettoyant pour le visage. Et il va aussi vous composer toute une routine. Il va vous dire, pour vous, Lucille, c'est une crème de jour, un nettoyant et une crème de nuit. Pour d'autres personnes, ce sera un sérum. Voilà, on a vraiment une approche sur mesure et dans la composition de vos produits et aussi dans les conseils et les recommandations qu'on vous donne. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie aussi de cette expérience qui est à la fois experte, sur mesure. C'est aussi ce conseil autour des produits qui est super important parce qu'aujourd'hui, on entend plein de choses dans la cosmétique. C'est dur de s'y retrouver et c'est bien d'arriver
à faire la part des choses et vous conseiller que ce qui vous correspond bien. Ensuite, on fabrique. Alors, la fabrication, ça a été le sujet le plus compliqué sur les premières années. Bonjour. Parce que je vous ai raconté comment on fabriquait normalement un produit. Nous, au lieu de mettre 1h30 et avoir beaucoup d'énergie, on met 5 minutes et on peut le faire à la main. Et ça m'a pris 2 ans de mettre au point ce procédé de fabrication. J'ai fait ma thèse de pharmacienne sur le sujet. Donc, littéralement, enfin concrètement, pendant 2 ans, j'étais dans un labo, comme un petit rat de laboratoire, à faire plein de mélanges, à essayer de mettre de l'eau, de l'huile ensemble. Et je me retrouvais avec des jus de chaussettes, quoi. Donc, j'ai touillé du jus de chaussettes pendant 2 ans. Et jusqu'au jour où, magie, c'est ça qui est génial dans un labo, c'est quand vous passez de rien à quelque chose de sublime, enfin juste quelque chose, parfois c'est bien. Et donc j'ai mélangé 2 ingrédients, c'était pas absurde de le faire, mais enfin j'y avais quand même pas pensé naturellement au départ. J'ai mélangé ces 2 ingrédients et mon jus de chaussette s'est transformé en sublime crème, et en plus spontanément sans que j'agite trop fort, sans que je mette trop d'énergie. Et donc là je me suis dit, bon, c'est quand même assez remarquable. Et donc, je suis rentrée dans une démarche de dépôt de brevet. On a pu déposer un brevet et il a été validé cette année, donc au niveau européen et France. Et c'est ce process-là qui est vraiment la pierre angulaire finalement et qui rend tout possible, parce que sans ça, on n'est pas capable de se dire, on fabrique à la demande, on fabrique que ce que les gens veulent et on a un circuit vraiment court et ultra direct entre notre cliente et son produit. Et c'est ça la vraie différence, parce que derrière, ça vous permet d'avoir, en fait, on livre le même jour. Mais le résultat, c'est qu'avec ce procédé-là, vous avez un produit qui est frais. C'est super important dans l'alimentaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il vaut mieux manger des lasagnes fraîches que des lasagnes avec... surgelé au mieux ou avec du cheval dedans. Enfin bref, on est d'accord pour... Non, mais on l'a tous compris dans l'alimentaire, mais dans la cosmétique, on ne s'est pas encore posé la question de se dire est-ce qu'un produit frais, c'est important? Ben ouais, parce que vous avez moins de conservateurs, vous avez des ingrédients au plus puissants de leur état, c'est plus nutritif pour la peau, donc c'est hyper important et c'est possible. C'est pas possible avec un modèle industriel et trop long. Alors, on parle beaucoup de clean beauty, ça c'est vraiment... éradiquer tous les ingrédients qui servent à rien d'autre qu'à la conservation et qui, en général, ne sont pas toujours bien tolérés par la peau. Vous avez des produits qui sont complètement personnalisés parce qu'on a cette agilité-là de pouvoir produire à la demande. Et donc, du coup, on a un produit qui correspond mieux à ce que nos clientes attendent. L'expérience, vous êtes sûrement un petit peu moins passionné de laboratoire que moi, mais c'est une expérience de dingue de pouvoir aller dans un laboratoire de production et voir votre produit être fait. En ligne aussi, vous pouvez le voir très bien et rencontrer à distance nos pharmaciens. Et aujourd'hui, 70% de nos ventes sont faites en ligne. Et c'est aussi ce canal de distribution-là qui est hyper important. Enfin, on ne pourrait pas ouvrir un réseau de boutiques ou alors on ferait x3 sur nos prix et là, on n'aurait plus de clientes. Mais donc, cette expérience et puis d'être accompagné par un vrai expert qui est en fait un coach beauté on arrive à suivre dans le temps en fait nos clientes et faire évoluer leurs formules. Et moi, c'est quelque chose qui est très important. La dernière chose qui est importante, c'est que quand on dit sur mesure, on a l'impression que c'est hors de prix. Tout de suite, on fait ces associations-là. Ça vient de peut-être cet héritage de la mode sur mesure. Et en fait, pas du tout. Quand vous n'avez pas de logistique sur votre... Moi, j'ai vraiment une décomposition, une structure de coût qui n'a rien à voir avec celle d'autres acteurs du secteur, parce que j'ai pas de stock, j'ai pas de logistique, je commande en petite quantité et j'utilise tout ce que je commande. Et donc du coup, j'ai pas de packaging secondaire non plus, donc j'ai des coûts de packaging qui sont hyper limités. Et donc ça me permet quand même de remettre plus de valeur dans les ingrédients que vous mettez sur votre peau, tout en ayant un business model qui tient la route. Et donc, on a des prix qui restent, alors je ne vais pas dire accessibles, parce que tout dépend de son pouvoir d'achat, mais qui sont complètement raisonnables au vu de l'industrie. Ma crème de jour est à 39 €. En pharmacie, vous allez avoir l'équivalent à 22-23 €. Et chez Sephora, ça va être 65-70 €, voire plus. Vous avez même des crèmes à 350 €. Mais je vous conseille, je pense que vous pouvez acheter autre chose avec. Ne mettez pas ce prix dedans. Et donc voilà, donc c'est aussi un pilier hyper important pour nous et c'est rendu possible grâce à ce modèle direct. Il y a moins d'intermédiaires, donc moins de cash dépensé dans
des intermédiaires qui n'ont pas d'importance. Ce qui compte quand on achète un produit cosmétique, c'est d'acheter un mélange qui marche bien sur la peau, qui ait un bel emballage. Et oui, c'est important quand même. Mais bon, non, mais ils sont très jolis. Vous ne trouvez pas qu'ils sont jolis? Ils sont beaux. Mais écoute pas, c'est pas là-dedans qu'on met beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'était vraiment, je vous ai fait tout un article, il faut quand même que je tienne un peu mon timing pour vous. Alors comment on le fait, je vous en ai vachement parlé, on a fait au fil de l'eau, donc ça c'est ce que je vous ai raconté, 18 mois versus 7 minutes, super bien. Notre diagnostic de peau, c'est hyper important, en fait moi je suis une passionnée de laboratoire, bien sûr, mais aussi de tech. Je suis une geek, un peu. Mais je considère que la tech n'a d'utilité que si elle est mise au service des gens. C'est-à-dire que chez moi, quand vous rentrez dans notre laboratoire, vous n'allez pas voir des lasers, de l'impression 3D ou des scans de peau très compliqués ou des choses comme ça. Non, vous allez avoir des formations en blouse blanche, mais qui s'appuient en fait sur énormément de technologies, d'algorithmes. On a une espèce de loop d'amélioration de produits en continu basée sur les analyses des données qu'on fait, etc. Mais tout ça n'est pas visible de nos clients parce que quand on achète une crème, on s'en fout un peu de voir tout ça. Et par contre, ce qui est très important, c'est que comme j'ai la conviction qu'un bon produit est fait par un bon expert et qu'un bon expert, tout le monde se rémunère, mais enfin l'expert vous coûte un peu cher, même si son temps doit être dédié à la relation qu'il crée avec sa cliente. Je ne peux pas le payer à faire des trucs complètement... Donc la tech nous sert à gagner du temps, gagner en qualité, gagner en process, gagner en valeur sur le produit et en expérience du coup one-to-one. Et ça libère du temps à nos pharmaciens, à toute notre équipe. Mais c'est assez invisible pour le client et c'est très important. Et bonjour. Et on se croirait à l'école. Bonjour, excuse-moi. J'espère que vous avez une bonne raison d'être en retard. Et le dernier pilier qui est super important, c'est nos clientes. Moi, je me suis lancée parce que j'étais un peu comme les clientes que j'avais en pharmacie, un peu désespérée. Hein. J'arrivais pas à trouver de bons produits et on s'adresse à toutes les orphelines aujourd'hui, orphelines et orphelins d'ailleurs de la beauté, qui trouvent pas de bons produits et qui en fait ont simplement besoin d'être bien conseillés, bien pris en main et le sur-mesure rend ça possible. Alors, la question qui nous intéresse, ouais, je vais tenir mon timing, je suis très contente. Est-ce que finalement, tout doit être sur mesure? Est-ce que ça tient la route sur tous les secteurs d'activité? Moi, ce qui m'a intéressée en préparant cette conférence, c'est regarder ce qui s'était dit. Enfin, voilà, quels sont les modèles de consommation qu'on a vus évoluer, se succéder un peu dans les années. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais quand même, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, si on reprend le fil, en fait, la consommation telle qu'on la connaît, qu'on la regarde, vous avez plusieurs grandes étapes. Dans les années 50 et 60, en fait, on consomme pour mieux vivre. Et on achète un peu tout la même chose. Donc, c'est le premier lave-vaisselle, la première machine à laver, on a tous les premières voitures, et puis elles sont toutes pareilles. Et l'industrialisation des process permet de rendre accessible finalement ces biens de consommation qui étaient réservés aux classes les plus aisées. Donc ça, c'est vrai, mais on consomme utile finalement. On ne consomme pas de superflu. Les années qui suivent, là par contre, on commence à consommer un peu pour se la raconter. Donc ça veut dire la voiture, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça, elle est rouge. Et l'objet qu'on achète devient un objet de fierté, de revendication. On se la pète un peu quand on consomme. Enfin, c'est important, c'est statutaire, quoi. Les produits qu'on achète sont assez statutaires. Et en même temps, l'offre se démultiplie. Il y a des acteurs dans tous les secteurs. Et voilà. Dans la cosmétique, par exemple, c'est le moment où on se met à industrialiser les process, à segmenter à fond. Ensuite, on a sursegmenté. Et puis ensuite, dans les années 90, donc moi je suis née dans les années 90, il y a un contexte socio-économique qui change complètement et qui va marquer ensuite les années suivantes en termes de consommation. C'est le chômage de masse, bien sûr, qui n'existait pas avant, enfin, pas dans les années qui ont précédé. Et puis, il y a des crises, oui, bien sûr, crise sociale, mais aussi, c'est les années vaches folles, les années 90. Donc, on commence à se dire, OK, en fait, on industrialise tout,
on sait plus ce qu'il y a vraiment dans les produits qu'on consomme, on a des prises de conscience très fortes. Moi, je me souviens d'avoir vu les reportages sur la vache folle, j'étais choquée, je voulais plus manger de hamburger parce que voilà. Et donc du coup il y a un sentiment d'incertitude dans la consommation et de défiance aussi vis-à-vis de grands industriels. Alors moi j'aime pas dire ça, mais enfin c'est quand même ça qui se passe. Et donc on se met à réfléchir à sa consommation et au sens qu'on veut lui donner. Et en 97 au Crédoc, vous avez un monsieur, donc je me suis dit bon ben moi, je l'ai fait de façon très intuitive, tout ça, mais il y a des gens qui l'ont pensé bien avant nous, qui décrit, M. Rochefort décrit pour la première fois en 97, décrit la théorie du consommateur, entrepreneur, acteur engagé de sa consommation. Et il explique que, en fait, le sur-mesure, d'un point de vue purement social, évolution humaine et réaction vis-à-vis de toutes ces aires différentes de consommation, le consommateur va se tourner vers une consommation sur-mesure parce qu'il va vouloir simplement choisir ce qu'il veut pour lui, choisir ce qu'il veut pour sa famille. Il organise aussi sa vie comme un entrepreneur. On donne des rendez-vous à nos copines, on s'envoie des invitations Google Agenda, on se fait des trucs comme ça. Bon, et donc, du coup, la consommation sur mesure s'impose simplement parce que chacun se recentre, enfin, on se recentre sur soi-même et on veut s'engager, donner du sens et choisir. Et donc, quand on choisit, eh ben, on ne veut pas le truc de celui d'à côté et on veut pouvoir maîtriser sa consommation. Et donc, M. Rochefort dit, les années 2000, ce sera le sur-mesure et c'est tout parce que ça fait sens par rapport à l'évolution socio-culturelle et les contextes économiques que l'on va vivre. Puis après, il fait plusieurs scénarios de prospective. Alors, ils ne sont pas tous réjouissants, hein, mais... il dit deux choses. Il dit il y a deux évolutions possibles. Soit on connaît que des crises financières à répétition et il y a un vrai éclatement de la société. Et du coup, en fait, c'est pas tant le sur-mesure, mais c'est le discount qui va l'emporter. Puis ça va être la guerre et la fin du monde. Bon, mais c'est quand même... On s'est quand même tapé quelques crises, même si je pense que c'est pas la fin du monde. Soit, il dit, il y aura une évolution plutôt plus heureuse, avec une mondialisation plus heureuse, des gens qui vivent bien ensemble. Et donc, oui, on sera centré sur nous et on pensera à nous et le sur-mesure va évoluer. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu des deux qui cohabitent, avec la mondialisation heureuse dans les grandes villes, les grandes métropoles, et puis des régions qui sont un peu plus laissées de côté. Mais donc je ne sais pas très bien comment ça va évoluer, je voudrais pas m'engager. En revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon expérience, j'ai vu que de vouloir écouter ce que veulent mes clients et leur proposer une solution sur mesure, ça m'a obligée à repenser un modèle industriel qui est contestable et qui n'est pas forcément ultra vertueux. Donc, penser à un modèle plus vertueux. On a des produits qui sont à un prix où la valeur du produit est mieux répartie entre nous et notre client. Et on a derrière une consommation, on a un client qui finit son pot et qui ne le jette plus. Et donc, du coup, je pense que ça, ce sont quand même des essentiels qui sont intéressants et qui peuvent rendre notre modèle, qui a fait ses preuves d'un point de vue économique, viable dans le temps et s'inscrire dans le temps. Et je pense qu'effectivement, le sur-mesure, peu importe si les guerres se succèdent, etc., mais en tout cas, si on arrive à avoir une bonne équation entre un prix juste, un bon produit, et derrière un modèle qui fait sens, tout le monde a envie d'avoir un produit qui lui correspond. Et donc voilà, moi, c'est ma lecture et je suis carrément très intéressée de partager votre point de vue à vous.